Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir. L'affaire du Carrefour du Développement fait un retour en force à la une de l'actualité. Après 1 an et demi d'investigation, le rapport de la PJ atténue, vous allez le voir, la responsabilité de Christian Nucci. Dans quelques instants, réflexion et premier commentaire. Après la plainte de la famille de la victime, l'auteur de la bavure de Marseille inculpé de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le policier a été écroué. L'échec de la mission Bitterlin, le médiateur officieux dans l'affaire des otages du Silco rentre bredouille de Beyrouth. Lucien Bitterlin s'explique en direct sur Antenne 2. Les colons israéliens entrent dans le conflit des territoires occupés. Plusieurs fois agressés par des manifestants palestiniens, ils ripostent. Des expéditions punitives ont été organisées. Tournoi des 5 nations, le 15 de France doit convaincre demain face à l'Écosse après sa petite victoire contre l'Angleterre. Mais les Français n'ont pas gagné à Murrayfield depuis 10 ans. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. L'affaire du Carrefour du Développement rebondit à la une de notre confrère Le Monde, à tel point que certains se demandent ce soir si la mise en accusation de Christian Nucci devant la Haute Cour ne va pas déboucher sur un non-lieu. C'est le rapport final de la police judiciaire qui a tout déclenché. On y découvre notamment que la responsabilité de Christian Nucci est atténuée et que la plupart des détournements de fonds seraient, il faut parler au conditionnel, imputables à Yves Chalier, l'autre protagoniste de cette affaire. Le point avec Olivier Lerner. 30 619 584 francs. Au centime près, c'est le montant total des fonds détournés. Le rapport final d'enquête de la police judiciaire est volumineux, 315 pages, mais il est clair. Le principal responsable des détournements de fonds publics s'appelle bien Yves Chalier. Il a imité la signature de son patron à son insu. Du coup, la responsabilité de Christian Nucci est beaucoup moins évidente que ne l'ont estimé les députés qui ont voté sa mise en accusation et demandé sa comparution devant la Haute Cour. La police judiciaire relève simplement, à l'encontre de Christian Nucci, des dépenses surévaluées concernant essentiellement des frais de représentation dans sa commune de Beaurepaire, ainsi que des frais d'imprimerie pour sa campagne électorale de mars 86. Une broutille comparée au réquisitoire du parquet de Paris, qui désignait en avril 87 Christian Nucci comme l'un des 2 principaux bénéficiaires du système frauduleux. Ainsi, en prenant le contre-pied de ce document, la PJ ébranle la position d'Yves Chalier. Il s'agit d'un 3e rapport, puisque 2 rapports précédents ont été déposés, et ces 3 rapports sont tous en contradiction les uns avec les autres. C'est pour ça qu'un 3e rapport avait été demandé. Je constate qu'il est en contradiction avec les 2 premiers. Je crois que personne n'arrive à démêler les chiffres de cette affaire complexe. Pour Christian Nucci, le ciel s'éclaircit. La commission d'instruction de la Haute Cour de justice décidera de son sort dans les tout prochains jours. Non-lieu ou renvoi devant la Haute Cour, ce dernier rapport de police qui atténue considérablement la responsabilité de l'ancien ministre socialiste de la coopération va peser lourd dans la balance. À 3 mois des présidentielles, Christian Nucci et l'ensemble des députés socialistes ne s'en plaindront pas. Oui, peu de réactions ce soir, sauf évidemment au Parti socialiste. À Toulouse, Lionel Jospin n'a pas caché sa satisfaction en déclarant que le rapport de la PJ reflétait la thèse de son parti. Écoutez-le. Il semble bien qu'il confirme ce que nous pensions, à savoir que le responsable dans cette affaire, c'est M. Chalier, celui qui a eu un faux passeport grâce à M. Pasqua. Et vous ne pensez pas qu'il a quand même été un peu léger dans cette affaire ? Sans doute y a-t-il eu légèreté, mais les fraudes et la culpabilité semblent être du côté de M. Chalier. C'est ce que nous disons depuis le début. L'auteur de la bavure de Marseille a été inculpé puis écroué aujourd'hui. Sa comparution devant le juge d'instruction fait suite à la plainte pour homicide volontaire déposée par les parents de la victime. La décision de cet après-midi permettra peut-être d'apaiser les esprits. Sur place, il y a 48 heures, la mise en liberté sans inculpation du policier avait provoqué une vive polémique dans les milieux judiciaires. Henri Bodiguel. Le policier Jean-Pierre Aveline, qui avait abattu Christian Dovero d'une balle dans la tête mardi dernier, ce policier dormira ce soir à la prison des Baumettes, alors qu'hier encore, il était complètement libre à la suite de l'intervention du cabinet du garde des Sceaux. La remise en liberté après la garde à vue de M. Aveline
a trouvé aujourd'hui une sorte de compensation dans cette décision du juge qui me paraissait particulièrement sévère et inadaptée. La décision, c'est que depuis hier, j'ai été écœuré de la manière que procédait la justice française. Depuis que j'ai appris ça, je recommence à avoir confiance. Je ne suis pas heureux qu'on incarcère quelqu'un. C'est pas vrai, je ne suis pas heureux, j'en ai pas une joie. Mais je trouve que c'est normal. Et je ne sais pas que je trouve que c'est normal. Ce monsieur a tué mon fils sans sommation, sans rien. Il était en liberté. Mon fils n'était pas encore enterré. Lui, il était dans sa famille. Alors je trouve juste, je trouve la justice qui fait son devoir de l'incarcérer. C'est demain matin qu'auront lieu les obsèques de Christian Dovero. Il avait 26 ans. Aujourd'hui, l'affaire de Marseille avait suscité de nouvelles réactions. Le substitut général auprès de la Cour d'appel de Nancy avait apporté son soutien sans réserve aux magistrats marseillais qui avaient protesté contre la décision du parquet de ne pas inculper l'auteur de la bavure. Justice encore, François Mitterrand a reçu ce matin à l'Élysée les avocats du FLNKS, un entretien au cours duquel les avocats ont évoqué le dysfonctionnement de la justice en Nouvelle-Calédonie. En Israël, nous vous le disons depuis hier, la tension est toujours très présente dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza. Au-delà des bilans de plus en plus lourds, on parle de 44 morts, au-delà de la tentative d'infiltration d'un commando palestinien hier, c'est la colère des colons israéliens qui fait la une aujourd'hui. Les 100 000 colons réagissent, certains le font même très durement, à l'image des expéditions punitives qui se sont déroulées il y a quelques heures seulement. Reportage de Charles Anderlin. Les 70 000 habitants des implantations israéliennes de Cisjordanie redoublent de précautions. Les autobus transportant des enfants sont escortés par l'armée et la police. À l'intérieur, des soldats sont prêts à intervenir. Au cours des 2 derniers mois, des centaines de véhicules israéliens ont été attaqués à coups de pierre ou de bouteilles incendiaires par des manifestants palestiniens. J'étais sur la route de Hébron, les jeunes arabes ont surgi et nous ont lancé une volée de pierres. Grâce à Dieu, je n'ai été que légèrement blessé. J'espère que cela va cesser. Plusieurs militants du mouvement des implantations ont été gravement blessés au cours d'incidents de ce genre. Les gens ici sont en colère, on ne peut plus se déplacer sans peur dans la région, on attend que le gouvernement fasse quelque chose. Si dans la plupart de ces localités israéliennes on grince des dents et on déclare faire confiance à l'armée, certains éléments extrémistes ont décidé de prendre les choses en main, notamment ici à Kiryat Arba, le quartier juif de Hébron, où des supporters du rabbin raciste Meir Kahana ont attaqué des véhicules arabes d'un village voisin. Un phénomène pour l'instant marginal, mais qui pourrait prendre de l'ampleur si le mouvement palestinien se durcit. À Kiryat Arba, on affirme que les choix sont simples. Je propose comme solution que les Palestiniens qui souhaitent rester en Israël acceptent de cohabiter avec nous, sans violence, et admettent que définitivement il y ait ici un régime israélien, parce que pour nous, Israéliens, nous n'avons aucune solution de rechange, sinon prendre des bagages et nous replier vers une éventuelle métropole qui, pour moi personnellement, n'existe pas. En l'absence de progrès dans les négociations au Proche-Orient, les annexionnistes sont persuadés que le temps travaille pour eux. Derrière les grillages des implantations, une nouvelle génération se développe qui n'a jamais connu que le Grand Israël. Le tout est, disent-ils, de tenir face aux revendications des Palestiniens. En bref, la bourse de Paris visiblement dopée par les rumeurs d'OPA. Elle poursuit son mouvement à la hausse, plus 1,55% aujourd'hui en clôture. Bilan, plus 10%, mais oui, en l'espace de 5 séances et non pas 5 semaines. C'est pas la même chose. Les autres télégrammes d'actualité commentés par Isabelle Staes. La France vendra des Mirage 2000 à la Jordanie. L'accord conclu hier porte sur 20 appareils. C'est la première commande à l'exportation depuis 2 ans. Elle est estimée à plus de 2,5 milliards de francs. Une bouffée d'oxygène pour les avions d'assaut qui étaient en concurrence avec les Britanniques et les Soviétiques. Statu quo dans les ports, la grève des marins britanniques continue malgré un appel des syndicats à la reprise du travail. Seules les liaisons entre Portsmouth et la Normandie fonctionnent normalement. Dimanche noir en perspective, à Calais, 400 poids lourds sont toujours bloqués. Ils seront 1 millier si le mouvement se poursuit.
L'agence France-Presse de Bruxelles occupée pendant 5 heures. Ce matin, des sympathisants belges d'Action Directe ont envahi les locaux de l'agence. Parmi leurs revendications, que le gouvernement français accède aux exigences des détenus d'Action Directe en grève de la faim à Paris. Boukharin, Nerikov réhabilités, farouches opposants de Staline, ils avaient été fusillés en 1938 à la suite d'un procès retentissant. En réhabilitant au total une dizaine de bolcheviks, Mikhail Gorbatchev franchit un nouveau pas dans la condamnation de la terreur stalinienne. Une information étonnante qui nous arrive de Miami. Fidel Castro aurait joué les médiateurs entre le général Noriega et les trafiquants de drogue colombiens du cartel de Medellín. Ce sont les Américains qui nous livrent cette information. Une histoire un peu folle que nous raconte Bernard Benyamin. L'image symbole de Panama, c'était celle-ci, le fameux canal. Depuis quelques jours, il faut en ajouter une autre, celle de cet homme, héros d'une histoire sortie tout droit d'un roman de politique fiction, le général Noriega. Il a 48 ans et il dirige la République de Panama depuis 4 ans. Le problème, c'est qu'il a une conception toute particulière du pouvoir et des privilèges qui l'accompagnent. Aujourd'hui, la justice américaine vient de l'inculper officiellement pour avoir aidé le trafic de la drogue entre la Colombie et les États-Unis. Pas pour rien, bien sûr. Pour ses menus services, le général Noriega aurait reçu des pots de vin d'un montant de 4,5 millions de dollars, c'est-à-dire 25 millions de francs. Et ce n'est pas fini. Selon la justice américaine, Fidel Castro aurait joué les médiateurs entre le général panaméen et les trafiquants de drogue. Noriega avait envoyé ses troupes détruire un laboratoire clandestin de cocaïne alors qu'il avait été payé pour que cette installation soit protégée. Fidel Castro le lui aurait vertement rappelé. Voilà qui va sans doute relancer les manifestations au Panama pour exiger sa démission. Depuis 1 an, tous les Panaméens l'attendent, mais les procureurs américains reconnaissent eux-mêmes qu'il est peu probable que le général soit un jour extradé vers les États-Unis. Lucien Bitterlin en direct sur Antenne 2. Le médiateur officieux dans l'affaire du Silco rentre de Beyrouth où il a négocié pendant une semaine avec les représentants du Fatah Conseil révolutionnaire. Je vous rappelle que 9 personnes sont détenues en otage, parmi elles 2 fillettes, Marie-Laure et Valérie, que vous avez déjà vues sur cette antenne, dont la libération devait intervenir le 31 janvier dernier. Avant de faire le point avec Lucien Bitterlin, voici la chronologie des faits commenté par Michel Monpontet. Fatah Conseil révolutionnaire. C'est par ce document que le 8 novembre, le groupe palestinien d'Abou Nidal revendiquait l'enlèvement de 8 personnes. 8 passagers à bord de cet ancien sardinier, le Silco. Au large de Gaza, le navire est arraisonné, les passagers capturés, direction vraisemblable Saïda au Liban. Les otages, une famille belge, les Houtkins, Emmanuel et sa femme, leurs 2 enfants, et Fernand, le frère d'Emmanuel. Avec eux, Jacqueline Valente, une jeune varoise, et ses 2 petites filles, Marie-Laure et Virginie. Dans une déclaration violemment antisémite, le Fatah Conseil révolutionnaire accuse ses prisonniers d'être des agents des services secrets israéliens. Le Fatah Conseil révolutionnaire produit alors ses cassettes vidéo, en apparence des aveux spontanés, mais quelle crédibilité accorder à un document enregistré par des otages sous la contrainte? Vient alors Lucien Bitterlin, qui se pose comme l'unique négociateur. Mais après son 2e voyage à Beyrouth, encore aucune libération ne semble annoncée. Monsieur Bitterlin, bonsoir. Soyons francs, votre tentative de médiation, elle se termine par un échec ce soir, non? Si j'étais allé chercher les enfants le 31 janvier, oui, mais ce n'était pas le cas, puisque avant le 31 janvier, j'avais fait savoir qu'il y avait un retard. Et j'avais fait savoir d'ailleurs à l'avocat de Pascal Bétille, dès la mi-janvier, qu'il y avait quelques difficultés. Simplement, on m'a demandé de Beyrouth de venir le 31 janvier et j'ai pu discuter avec les représentants palestiniens du Fatah Conseil révolutionnaire. Je peux vous dire ce qu'ils m'ont dit à ce moment-là. Et que vous ont-ils répondu? Eh bien, le problème, vous l'avez vu, c'était la séparation des 2 filles de leur mère. Leur mère refuse absolument de se séparer des enfants. Mais entre nous, vous aviez envisagé cette éventualité? Oui, puisque j'en avais déjà fait état dans la presse, même à l'époque. On imaginait bien qu'une mère de famille qui est partie avec ses 2 enfants pendant 2 ans et demi n'allait pas les lâcher comme ça. Ces passagers qui étaient à bord du Silco et qui n'avaient pas donné de nouvelles, et j'imagine qu'il y avait des liens très étroits et que c'est pas parce que les ravisseurs allaient les rendre en France qu'elle allait s'en séparer. Il y avait un problème
passionnel, sentimental qui existait. Alors moi, j'ai discuté pendant ces derniers jours pour qu'il y ait la libération de la mère. Et ça n'a pas marché. Alors là, c'est un problème politique, c'est-à-dire quelle contrepartie, puisqu'il y a des accusations portées à l'encontre des adultes du Silco. Bon, moi, je ne suis Pour pas... les deux fillettes, il n'y avait pas de contrepartie. Aucune contrepartie, et ça, je l'ai annoncé le 26 décembre, je crois. Ensuite, c'est le FAT Conseil révolutionnaire qui m'a demandé de les aider dans cette médiation. Ce ne sont pas les avocats, ils ne m'ont jamais rien demandé, ni le gouvernement, qui m'a toujours dit qu'il n'y avait absolument aucun mandat officiel. Mais je ne suis pas le seul négociateur, il faudrait le savoir, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure. Alors que demande le Fatah maintenant pour la libération de Mme Valente? Eh bien, cela, nous ne le savons pas encore. C'est-à-dire que l'objet des discussions, c'était de ne pas occulter ce qui se passe dans les territoires occupés. Et moi, pendant les quelques jours où je suis resté avec eux à Beyrouth, c'est un peu plus difficile de parler à Beyrouth qu'à Toulon, je le dis pour les avocats. J'ai essayé de leur faire comprendre qu'il fallait obtenir une solution humanitaire, mais qui soit aussi crédible. Et le problème humanitaire, il est dépassé, M. Mitterrand, maintenant, c'est un problème politique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'on sache quelles étaient les contreparties. Alors, c'est le comité central qui doit décider. Toutes les questions que j'ai posées, toutes les réflexions que j'ai faites, les commentaires, justement, sur la situation, ont été envoyés au comité central. Moi, je ne considère pas que c'est un échec. On aura la réponse quand, M. Mitterrand? Alors, ça, c'est ce que j'ai demandé aussi. Je ne peux pas vous le dire, puisqu'on m'a dit que ce serait le comité central qui déciderait, qu'on le saurait d'ici peut-être quelques semaines, mais ce que j'essaye, c'est que la mère vienne aussi avec les enfants. Merci. L'actualité est ainsi faite que je dois vous annoncer ce soir 2 nouveaux enlèvements au Liban. Les 2 otages sont un Suédois et un Norvégien. Il y a actuellement 22 otages ou disparus au Liban. Un dernier mot pour vous dire que le 16 février prochain, à l'occasion du 1000e jour de détention de notre confrère Jean-Paul Kaufmann, un message de solidarité aux otages sera lu dans les établissements scolaires de France. Des débats seront également organisés. C'est M. Monory, le ministre de l'Éducation nationale, qui a annoncé la nouvelle aujourd'hui. La politique, Raymond Barre à l'écoute des Français en province et plus particulièrement en Bourgogne. 3 jours avant l'annonce officielle de sa candidature, l'ancien Premier ministre demande à ses troupes de ne pas attacher une importance démesurée au sondage. L'essentiel, a-t-il répété, est que s'ouvre un débat digne et approfondi sur l'avenir de la France. Commentaire de Roland Sicard. Raymond Barre poursuit sa campagne à sa manière, imperturbablement. Toujours patelin, s'intéressant à tout. Le député du Rhône visite fermes et usines, s'informe, prend le pouls du pays. Et ce ne sont pas les sondages qui le placent maintenant derrière Jacques Chirac au premier tour qui lui feront perdre son sang-froid. Il ne faut pas regarder les sondages. En politique, il faut avoir du sang-froid, premièrement. Et deuxièmement, il faut surtout ne pas se laisser impressionner par le déferlement médiatique. Un déferlement médiatique qui commencera en fait lundi lorsque Raymond Barre aura annoncé officiellement sa candidature. La campagne électorale du député du Rhône prendra alors une autre tournure. Fini les visites paisibles, il lui faudra, comme les autres candidats, entamer la tournée des grands meetings. Mais en attendant, Raymond Barre prend son temps. Il lui reste 3 jours avant d'entrer véritablement dans l'arène. Mardi prochain, je vous rappelle que M. Raymond Barre sera l'invité du journal de 20h. La transparence financière de la vie politique va donc entrer dans les mœurs. C'est presque fait. Les 2 projets de loi ont été adoptés en première lecture cette nuit. Après passage au Sénat, le texte reviendra à l'Assemblée le 15 février prochain. Première constatation, le consensus maintes fois évoqué n'a pas été possible. Je vous rappelle que le Parti socialiste s'est purement et simplement abstenu hier soir. Le différend PS-majorité porte sur 2 points essentiels. Henri Elie. Premièrement, les dons privés. L'amendement adopté à l'initiative du gouvernement prévoit que les dons des particuliers et des entreprises aux candidats aux élections présidentielles et législatives pourraient faire l'objet de déductions fiscales. Par la voix de Pierre Joxe, les députés socialistes ont expliqué qu'il s'agirait alors d'une formidable régression coûtant cher à l'État par la diminution de l'impôt sur les sociétés qu'il allait entraîner. Mais, rétorque la majorité, pour bénéficier de ces déductions, faudra-t-il encore que ces dons aient été payés par chèque et inscrits au compte de campagne de tout candidat. Second point contesté, la répartition des subventions de l'État aux partis politiques qui, toujours selon le PS, avantagerait le RPR et l'UDF. Dernière précision, ce projet de loi sera présenté devant les sénateurs jeudi et vendredi prochain et reviendra à l'Assemblée nationale en 2e lecture comme prévu le 15 février. Mais si ce projet
est finalement adopté, il ne le sera que pour une période probatoire, car la loi sera en effet revue dans 4 ans. Une lettre qui suscite bien des remous. Hier, on apprenait que Philippe Séguin, le ministre des Affaires sociales, venait d'écrire au directeur général de la NPE pour lui demander de radier les jeunes chômeurs qui refuseraient les TUC. Depuis, les réactions vont bon train, vous vous en doutez. Monsieur Bergeron trouve que le ministre y va un peu fort. Michel Delbar, ancien ministre du Travail, estime que Philippe Séguin transforme les TUC en travaux forcés. Reste l'intéressé qui s'étonne visiblement de la publicité donnée à cette affaire. Je m'étonne d'autant plus, a-t-il ajouté, que cette disposition s'appliquait bien avant moi. Pour faire le point, Eve Mété a rencontré ceux qui sont au cœur de cette affaire, des tuquistes. Philippe Couty a 20 ans. En quittant le lycée en première, à 18 ans, il s'est tout de suite inscrit au chômage. Quelques petits boulots, démarcheur à domicile, colporteur d'affiches à apposer dans des magasins. Et puis, d'août 86 à février 87, il fait un TUC au PTT. Un mois de chômage et Philippe reprend un deuxième TUC. Aujourd'hui, à nouveau sans travail, il l'affirme, il n'en fera pas un troisième. La formation par le TUC, il n'y croit plus. Je fais 6 mois de TUC au PTT, je n'ai jamais reçu une seule heure de formation. Donc c'est du bidon, parce que moi j'ai travaillé comme les autres, j'étais dans un répartiteur au télécom et je travaillais comme les autres, je faisais le même boulot, j'étais aide technicien, sauf que moi à la fin du mois, ma paye avait 1250 francs. Mais sinon j'ai eu aucune heure de formation, je ne faisais que du boulot. Donc si on vous propose aujourd'hui un nouveau TUC, si on m'en propose un, je le refuse. Hélène Schwann a 23 ans, 2 enfants de 2 ans et 1 mois. Un diplôme de communication à l'université Paris 3 et 2 ans d'emploi précaire. Surveillante de collège, puis animatrice dans une maison des jeunes, elle a été licenciée au bout d'1 an lorsque la ville de Paris a fermé l'établissement. Aujourd'hui, elle touche les indemnités de son congé maternité. Mais dans 1 mois, elle va chercher un nouvel emploi à la NPE. Les TUC, elle sait par avance qu'elle n'en veut pas. Je suis obligée de refuser, de toute manière, parce qu'un TUC c'est rémunéré 1200 francs par mois, et pour 1200 francs, je peux tout juste faire garder mes 2 enfants. Donc c'est vraiment impossible. Enfin, ce serait imbécile d'aller travailler 20 heures pour faire garder ces 2 enfants. On vous a déjà proposé des TUC? Oui. Et vous les avez refusés? Oui, oui. Et je continuerai à les refuser. Enfin, c'est impensable. Philippe, Hélène et les autres, de plus en plus nombreux, les jeunes refusent les TUC. Cessent-ils pour autant d'être des chômeurs? Le sport, on commence par le rugby avec un certain France-Écosse demain dans le cadre du tournoi des 5 Nations. L'an dernier, vous le savez, au Parc des Princes, nous l'avions emporté de justesse, 28-22. Mais à l'extérieur, ce sera beaucoup plus difficile. D'autant que nous n'avons pas gagné depuis 10 ans à Murrayfield. Jean Mamère. Le dernier bon souvenir que les Français gardent de Murrayfield, c'est l'essai de Francis Hager et la dernière victoire de la France en terre écossaise, 19-16, c'était il y a 10 ans. Depuis, le néant. En 1986, il y a 2 ans, les Français se sont battus eux-mêmes. L'indiscipline leur a valu pénalité sur pénalité et d'être surtout les victimes de la botte de Gavin Hastings. L'exorciste, c'est peut-être cet homme en pleurs, Éric Champ. Il débute son 3e tournoi et n'a toujours pas perdu un match dans cette compétition avec l'équipe de France. Mieux, la saison dernière, il est l'homme du Grand Chelem obtenu en Irlande. 2 essais et quels essais! En début de saison, il a connu pourtant une petite baisse de régime, raison de plus pour se battre. Je crois que tout au long de ces 3 dernières semaines, notamment le dimanche dernier, j'ai eu à cœur de prouver que j'étais au mieux de ma forme. Maintenant, la réponse et la vérité reste de 3h à 4h30 et là je vous laisserai seul juge. Oui, mais voilà, les Écossais, eux, ont perdu leur premier match du tournoi 88 contre l'Irlande. Et des Écossais vexés peuvent jouer comme cela. Avec un tel essai d'Hastings, ils pourraient bien à nouveau remporter la bataille. Le tennis, Jean. Yannick Noah à la peine. Là, vous regardez le petit écran. Ça se passe mal en Coupe Davis pour le premier tour. Et oui, juste au moment d'ailleurs où nous allons prendre l'antenne, Henri, eh bien, Yannick Noah vient de prendre son service. Les 2 joueurs sont à égalité, 4 points partout dans la 4e manche, 4 jeux partout dans la 4e manche. Yannick Noah avait remporté le premier set 18, il a perdu le deuxième 11-9, remporté le troisième 6-1 et donc 4-4 dans le 4e.
Yannick Noah a beaucoup de mal pour trouver la mesure face à Richard Stadler, 181e joueur mondial. Je vous rappelle que c'est le premier tour de la Coupe mondiale de Coupe Davis contre la Suisse. Ce garçon a un jeu particulier, a un manche de raquette très long car il joue tous ses coups à deux mains. Alors il faut espérer que Yannick Noah va se ressaisir et surtout remporter ce premier point pour l'équipe de France. D'abord parce que ça serait de bon augure avant le match Lecomte-Mésadri qui sera beaucoup plus serré puisque Lecomte est 23e mondial et Mésadri 27e mondial. Et puis surtout Noah doit jouer le double avec Forger. Alors il faut qu'il soit en forme si la France veut remporter ce match contre la Suisse. Pour l'instant c'est dur. Service Stadler qui joue pour 5-4 dans le 4e set. La RFA mène devant le Brésil, 2-0. Voilà, et le prochain adversaire de la France, si elle se qualifie, devrait être le vainqueur d'Australie-Mexique, mais ça sera pour plus tard. Les pronostics de Pierrette Brest, il y a un tiercé, un quartet plus demain à Vincennes dans le Grand Prix de Coucy-le-Château. On va voir s'afficher tout de suite les pronostics sur le petit écran. Les voilà, il y a 16 partants demain dans le Grand Prix de Coucy-le-Château. Pierrette vous conseille de jouer le 10. Le 7, le 5, le 11, le 16, le 12, le 14 et le 2. Ce sont les pronostics de Pierrette. Les rapports dans le journal de Daniel Bilalian demain soir. La météo, Laurent, synonyme de pluie et d'inondation, malheureusement. Oui, effectivement, les eaux montent à peu près partout en France et dans les 10 derniers jours, il est tombé 3 à 4 fois plus d'eau que la normale, excepté dans les régions du sud-est. Les régions les plus touchées sont la Bretagne et la Charente-Maritime. Nous sommes ici au bord de la Vilaine, à Port-d'Envaux, près de Saintes, en Charente-Maritime. 2 jeunes braconniers sont morts, noyés, en s'enfuyant à travers des champs inondés. Ils croyaient être poursuivis par les gendarmes. L'eau monte encore sur la Seine, l'Oise, la Sarthe, le Loir. La montée se stabilise sur la Vienne, la Vilaine et le Clin, mais malheureusement rien ne laisse augurer une amélioration sensible dans les prochains jours, dans la mesure où nous aurons demain un temps encore nuageux et souvent pluvieux. Nous allons d'ailleurs le constater assez rapidement, puisqu'une perturbation va nous traverser. J'en profite pour vous dire que dimanche, il y a une petite accalmie avant de nouvelles perturbations lundi et mardi. Nous n'en sommes pas là. Revenons à la journée de demain, et vous allez le constater, donc cette perturbation traversera la France d'ouest en est, comme d'habitude nous y sommes accoutumés, avec à la mi-journée les nuages et les pluies qui seront centrés sur la façade est et sur le littoral méditerranéen, en donnant de la pluie en plaine et de la neige en montagne. Derrière, c'est un temps d'alternance avec de relatives éclaircies et quelques averses. Et puis, nous parlons température, bien sûr, des températures qui là restent très douces, elles ne changent pas par rapport à celles d'aujourd'hui, de 7 à 14 degrés du nord au sud. Enfin, notre éphéméride, pour conclure, on fête les Gastons, mais certains calendriers fêtent aussi les Dorothées. Alors, allez, pas de jaloux, les Gastons et les Dorothées, bonne fête à vous. S'y perd un peu. Prochain rendez-vous d'information vers 22h45, c'est le dernier journal avec Hervé Claude. Pour vos journaux du week-end, vous retrouverez Daniel Bilalian, Philippe Gassot et Betty Duro. Demain à 13h15, n'oubliez pas l'assiette anglaise, présentée comme chaque semaine par Bernard Rapp et toute son équipe. Nous nous retrouvons lundi à 20h. Bonsoir et merci de votre fidélité. À bientôt.